Mosaïque. Refusnik, La Lot, Trops, Yaïn, Itopia. Mosaïque, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Acadème sur les sociétés israéliennes. Utopia, Kibbutz, Café, Yaïn. Nous nous intéressons aujourd'hui aux différentes communautés éthiopiennes résidant en Israël. Nous nous rendons dans la vieille ville de Jérusalem pour retrouver Stéphane Ancel, qui est historien, spécialiste de la Corne de l'Afrique et chercheur au CNRS. Stéphane est actuellement en poste au Centre de recherche français de Jérusalem, où il étudie les stratégies élaborées par les mouvements religieux qui visent à pérenniser et faciliter leur installation à Jérusalem. Dans ce cadre, il étudie la communauté éthiopienne chrétienne de Jérusalem. Bonjour Stéphane. Bonjour. Depuis quand existe cette communauté éthiopienne à Jérusalem ? Écoutez, cette communauté, elle est attestée dans les sources historiques à partir du XIIe, XIIIe siècle, même si on se doute qu'il y a eu des pèlerins éthiopiens bien avant présents à Jérusalem, mais c'est surtout au XIIe, XIIIe siècle qu'on a leur attestation. C'est évidemment pas, ceci dit, le narratif que les Éthiopiens utilisent. Ils font évidemment référence à la rencontre entre la reine de Saba et Salomon, qui est d'ailleurs cité dans le livre des rois dans la Bible. Et cette histoire de cette rencontre entre la reine de Saba et du roi Salomon, qui va donner la naissance du premier roi d'Éthiopie, Ménélik Ier, donc ce narratif va justifier durant tout le XXe siècle la présence éthiopienne et va expliquer également le lien très fort qu'il y a entre la terre d'Éthiopie et Israël, qui fera d'ailleurs de fait des Éthiopiens le second peuple élu. Et à partir de ce narratif, justement, on va expliquer tout ce que doit le peuple éthiopien et la présence éthiopienne à Jérusalem à un pouvoir juif. Et c'est exactement ce que montre le tableau qu'on a pu voir dans la chapelle qu'on a visitée tout à l'heure. Nous nous trouvons sur l'imposant complexe du Saint-Sépulcre, plus précisément sur le toit de la chapelle arménienne de Sainte-Hélène. Pourquoi y a-t-il deux chapelles sur cette terrasse ? Sur cette terrasse se trouve le monastère de Dar el-Sultan, qui est occupé par les chrétiens éthiopiens. Vous l'avez dit, il y a deux chapelles qui relient cette terrasse au parvis du Saint-Sépulcre. Ces deux chapelles sont également aujourd'hui occupées par les Éthiopiens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et justement, il y a eu un profond désaccord avec les communautés coptes. Oui, il y a eu effectivement un grand désaccord avec les Coptes qui continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les Coptes et les Éthiopiens sont en conflit au sujet de la propriété du monastère de Dar el-Sultan. Les Coptes la revendiquent, les Éthiopiens aussi. Donc ce qui a amené des conflits, des affrontements parfois violents au XIXe siècle. Et justement pour comprendre l'histoire de ces deux chapelles qui mènent au parvis, il faut juste remonter un petit peu dans le temps et donc au milieu du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, en 1850, les Éthiopiens se plaignent auprès des autorités locales comme quoi les Coptes ferment les portes à clé de ces chapelles et donc les empêchent d'aller comme ils veulent sur le parvis du Saint-Sépulcre et donc d'atteindre le Saint-Sépulcre. Suite à des négociations, ils obtiennent les clés, du moins le double de ces clés de ces chapelles, afin justement de pouvoir naviguer jusqu'au Saint-Sépulcre comme ils le veulent. Mais le conflit de la propriété continue. Il y a des violences verbales, mais également des violences physiques, qui amènent en 1894 la communauté copte, qui en a marre de ces affrontements, à reprendre possession de ces chapelles et de les fermer à clé et d'interdire aux Éthiopiens le passage comme l'utilisation pour leurs cérémonies. Pour que les auditeurs puissent nous comprendre, on va dire que les prêtres éthiopiens vont être enfermés sur le toit et ne pourront pas sortir du monastère. Ils seront enfermés du moins de cette partie. Les autorités locales vont organiser une ouverture de l'autre côté pour que les moines éthiopiens puissent accéder à la ville et aux installations de la ville, mais ils vont être donc coupés de l'accès au Saint-Sépulcre. Durant toute la première moitié du XXe siècle, les Éthiopiens vont essayer de faire valoir leurs droits de passage, notamment auprès des autorités, mais cela va traîner, évidemment, parce que voilà, dans les années 20, il y a une nouvelle autorité politique qui sont les Britanniques, ça va prendre du temps.
Ensuite, il y a l'État d'Israël qui va être créé, ça va reprendre du temps. Il y a quand même les autorités jordaniennes qui vont quand même demander à ce que les Coptes donnent un double des clés aux Éthiopiens. Évidemment, les Coptes vont s'empresser de ne pas le faire et vont encore attendre. Et finalement, en 1970, les Éthiopiens décident, la nuit de Pâques, d'agir. Ils attendent que les moines coptes aillent tous célébrer la Pâque au Saint-Sépulcre durant la nuit, et ils vont fracasser les serrures, les remplacer et garder les clés pour eux. C'est comme ça qu'ils vont prendre possession de ces chapelles. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir une nonne éthiopienne ou un moine éthiopien toujours présent dans ces chapelles afin de les garder jour et nuit et pour éviter évidemment que la même aventure leur arrive. Qui constitue cette communauté ? Alors cette communauté éthiopienne, chrétienne, est principalement monastique. Il y a très peu de laïcs qui vivent encore ici dans la vieille ville. On compte environ un peu plus d'une centaine de moines et de nonnes dans la vieille ville et quelques centaines de laïcs aujourd'hui. Et les laïcs, ils se trouvent plutôt où dans Jérusalem ? Alors les laïcs se trouvaient et se trouvent encore principalement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier éthiopien, qui est situé dans la nouvelle ville de Jérusalem, la Jérusalem ouest. Et en cela, effectivement, les laïcs éthiopiens, poussés par l'aristocratie, vont s'installer notamment à la fin du 19e siècle sous l'impulsion justement de la monarchie éthiopienne afin de pérenniser et de développer cette communauté à Jérusalem. Nous avançons maintenant sur Ethiopian Street, qui comme son nom l'indique se trouve en plein cœur du quartier éthiopien de Jérusalem. À la fin de cette rue se trouve une très imposante église éthiopienne datant du 19e siècle, l'église de la Miséricorde. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que justement, à cause des problèmes qu'il y avait sur la terrasse au-dessus de la chapelle Sainte-Hélène dans la vieille ville, le roi des rois d'Éthiopie décide d'acquérir un nouveau terrain afin de construire une église totalement dédiée aux Éthiopiens chrétiens, afin qu'ils puissent enfin avoir leur lieu de culte à Jérusalem. Les Éthiopiens ont eu l'autorisation de la construction de cette église en 1885 et les travaux vont durer jusqu'en 1892-1893. Et dans quel contexte cette église a pu voir le jour ? Dans le contexte du développement de Jérusalem-Ouest à cette époque, le lieu n'est pas choisi par hasard. Il n'a par contre aucune signification religieuse. On est vraiment dans l'axe de développement de la ville à cette époque. Et elle se trouve maintenant donc au centre de ce qu'on appelle le quartier éthiopien. Et ce contexte, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un contexte de développement des communautés religieuses, et particulièrement chrétiennes à cette époque. Il faut penser que c'est à cette époque que va être construit, par exemple, commencer à être construit Notre-Dame de France. Toutes les communautés anglicanes, protestantes vont s'installer partout à Jérusalem. Et donc vraiment, on est dans cette continuité de développement des communautés religieuses à cette époque. Et qui sera ensuite encouragée par le mandat britannique ? Et qui sera encouragée par ailleurs par le mandat britannique, bien sûr. En étant face à cette imposante église, nous nous demandons comment cette communauté s'est maintenue à Jérusalem et surtout comment elle a réussi à s'y développer depuis 8 siècles. Justement, c'est tout le centre de mes travaux, c'est effectivement de comprendre comment cette communauté, qui est quand même une communauté relativement petite, comment a-t-elle pu se maintenir à Jérusalem ? On se rend compte au regard des sources que d'abord, c'est parce qu'elle l'a voulu. C'est-à-dire qu'elle a reçu le soutien du royaume chrétien d'Éthiopie, ce qui est important. Deuxièmement, c'est qu'on lui a permis de le faire. Et là, le rôle de l'Empire ottoman et des appuis européens est très important. Mais justement, pour convaincre et le pouvoir politique en Éthiopie et le pouvoir politique en Israël, il faut adopter une stratégie, des stratégies, où justement la communauté va expliquer pourquoi elle est légitime et en quoi elle est légitime justement de vivre à Jérusalem. Et elle va jouer le jeu justement de la recherche d'appuis locaux et de s'insérer dans le tissu social de Jérusalem pour prouver qu'ils étaient des habitants de Jérusalem comme les autres et qu'ils avaient donc le droit de s'installer dans la vieille ville. Et quel est l'état de la communauté aujourd'hui ? L'état de la communauté aujourd'hui, elle reste une petite communauté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est autour de plusieurs centaines de personnes, guère plus. Elle a pu se développer donc à la fin du 19e et au début du 20e. Après, les aléas politiques ont fait qu'elle n'a pas pu se développer plus que cela. Le fait est qu'à une époque, être éthiopien à Jérusalem,
ça signifiait être un chrétien éthiopien, mais vous pouvez constater qu'aujourd'hui, être éthiopien à Jérusalem ou en Israël, c'est plutôt être un juif éthiopien, car effectivement, à partir des années 1980 et l'arrivée des Beta Israël, l'identité éthiopienne en Israël va complètement changer, et de chrétienne, elle va passer à juive. Après avoir fait un tour de la communauté éthiopienne chrétienne à Jérusalem, nous sommes de retour à Tel Aviv et nous avons rendez-vous avec Lisa Antebi-Yemini, qui est anthropologue, chercheuse au CNRS et membre de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative à l'université d'Aix-Marseille. Lisa a longtemps travaillé sur la communauté juive éthiopienne, notamment en Israël à partir des années 90. Bonjour Lisa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les Beta Israël ? C'est une communauté qui se désigne elle-même par le mot Beta Israël, qui veut dire dans la langue gaze, qui est l'ancienne langue liturgique de l'Éthiopie, la maison d'Israël, tout simplement. Alors on a peut-être l'habitude d'entendre le terme falasha. C'est un mot souvent utilisé à la fois par les chercheurs et puis par cette communauté elle-même en Éthiopie. Mais ils le rejettent aujourd'hui et ne l'utilisent plus, car c'est un terme qui veut dire étranger, errant, personne sans terre. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose qui les dénigre. Qui sont-ils ? Donc les origines sont encore très obscures. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a aucun document écrit qui existe avant le XIVe siècle sur cette communauté. Donc il y a des histoires orales, il y a des récits de voyageurs européens par exemple, mais ces écrits sont postérieurs au XIVe siècle, donc il y a toutes sortes d'hypothèses sur leur origine. Alors il y a deux grandes théories, l'une qui considère que c'est un groupe exogène, donc une tribu perdue juive qui serait arrivée en Éthiopie, on ne sait pas à quelle époque, et l'autre théorie, on considère que ça serait une communauté indigène, donc qui habitait en Éthiopie depuis toujours et qui a été judaïsée ou qui elle-même est judaïsante. Il se peut que ce sont des dissidents de l'Église chrétienne éthiopienne qui ont préféré adopter des pratiques proches, des pratiques bibliques proches de l'Ancien Testament et donc se sont un peu judaïsés eux-mêmes. Ou alors, il s'agit d'une rencontre avec des juifs, mais on ne sait pas d'où, qui les auraient judaïsés également. Donc, concernant les théories exogènes, donc d'une tribu perdue, le groupe lui-même a plusieurs théories. Certains racontent qu'il serait venu au moment de la destruction du premier temple ou au moment de la destruction du deuxième temple de Jérusalem vers l'Éthiopie. Mais encore une fois, on ne sait pas. Deux points très importants aussi concernant leur origine, c'est qu'ils ne parlent pas du tout l'hébreu et n'ont aucun texte en hébreu, ce qui est aussi assez rare pour une communauté qui se dit juive. Et tous leurs textes sont en gaze et également, ils n'ont aucun écrit à part le texte biblique, donc ils n'ont pas du tout accès au Talmud, par exemple, et à tous les écrits post-bibliques qui existent dans le judaïsme. Par contre, ils ont leur propre exégèse orale de la Bible, mais donc qui n'a pas été retranscrite comme par exemple dans le Talmud. Et ils ont par exemple des traits très particuliers qui n'existent plus dans le judaïsme. Je vais en mentionner deux. L'institution monastique, c'est-à-dire qu'ils ont des moines qu'on ne trouve pas du tout aujourd'hui dans le judaïsme. Et l'autre trait caractéristique dont on reparlera peut-être, c'est les rites de pureté très très stricts qui concernent à la fois les hommes et les femmes et qui suivent à la lettre le texte biblique. Comment cette communauté s'est retrouvée en Israël ? Ils sont arrivés quelques milliers avant les années 80, mais c'est surtout lors de deux opérations massives. La première, l'opération Salomon, qui a eu lieu en 1984-85, qu'ils sont arrivés en Israël. Cette opération a été organisée à partir du Soudan et plus de 4000 membres de la communauté éthiopienne ont péri pendant ce périple, puisqu'ils ont marché à pied de l'Éthiopie vers le Soudan, et dans des camps de réfugiés au Soudan, énormément de personnes ont aussi trouvé la mort à cause de maladies, de déshydratation, etc. Et certains chercheurs aujourd'hui parlent vraiment d'une Shoah éthiopienne.
La deuxième opération a eu lieu en 1991 à partir d'Addis Abeba. Et là, le gouvernement israélien avait organisé un pont aérien qui a fait venir en 36 heures plus de 14 000 personnes, donc avec des avions qui faisaient l'aller-retour non-stop, parce que les rebelles tigréens étaient aux portes d'Addis Abeba et le gouvernement israélien avait peur qu'il y ait une guerre civile dans la capitale. Et donc cette opération s'est faite très très rapidement. Combien de Beta Israël vivent maintenant dans l'État hébreu ? Alors il y en a à peu près 164 000 aujourd'hui en Israël. Donc c'est très peu par rapport à la population totale. On pense qu'ils sont très nombreux, mais en fait c'est moins de 2% de la population totale israélienne. Environ la moitié sont nés en Israël. Et plus de 50 000 font partie d'un groupe dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle les Falash Mora. Comment s'entendent les deux communautés éthiopiennes en Israël, la communauté chrétienne et juive ? Alors il y a assez peu de contacts en fait, sauf par l'intermédiaire de ce groupe que j'appellerais Falash Mora, qui sont en fait des convertis au XIXe siècle vers le christianisme. Ils ont été convertis par des missionnaires protestants. Et en fait, ils ont vécu un peu comme des maranes, c'est-à-dire qu'ils étaient nouveaux chrétiens, mais la communauté chrétienne éthiopienne, qu'on appelle Amara, c'était le groupe dominant dans le nord de l'Éthiopie, les considérait toujours comme des falachas et les appelait falachas, ou falachas chrétiens. Et la communauté Beta Israël ne voulait pas de lien avec eux puisqu'ils les considéraient comme des traîtres, mais il y avait des liens familiaux et de temps en temps, il y avait encore donc des relations entre ces deux groupes. Les Beta Israël en Israël donc, ont très peur que ces Falash Mora convertissent certains Beta Israël en Israël, ou en tout cas essayent de les faire venir dans les églises éthiopiennes, chrétiennes à Jérusalem. Ces deux opérations de sauvetage, très impressionnantes sur le plan technique, ont suscité une grande vague de soutien au sein de la population israélienne. Pourtant, l'intégration des Beta Israël par l'État hébreu a été vivement critiquée. En quoi leur identité a joué dans le processus d'intégration ? Justement, l'identité juive est très importante et d'ailleurs, jusqu'en 1975, le rabbinat d'Israël ne les a pas reconnus comme juifs et donc l'immigration était impossible pour eux. Donc, à partir de 1975, le rabbinat reconnaît qu'ils sont membres de la tribu perdue de Dan. Les rabbins se fondent sur un édit en fait, du XVIe siècle en Égypte, d'un rabbin qu'on appelait le Rad Baz, et qui avait déclaré que les Juifs du pays de Couche, donc on suppose que c'est l'Éthiopie, viennent de la tribu perdue de Dan, et il y avait quelqu'un dans la communauté juive et égyptienne qui voulait se marier avec une femme de cette contrée. Donc c'est sur cet édit qu'ils se basent. Mais par contre, comme les Beta Israël ne connaissent pas les lois post-bibliques, et en particulier la loi rabbinique concernant les conversions, les divorces et les mariages, ils avaient peur qu'ils ne suivaient pas ces pratiques et donc il y avait des non-juifs qui étaient entrés dans la communauté Beta Israël. Donc ils ont demandé une conversion symbolique et les Beta Israël arrivés en 1984-85 se sont opposés de façon très virulente. Il y a eu des manifestations en 1985. Finalement, cette conversion a été abandonnée. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun processus à accomplir, sauf qu'au moment du mariage, jusqu'aujourd'hui, les autorités israéliennes, je rappelle, les mariages ne peuvent être que religieux en Israël. Donc les autorités demandent à un couple où il y a un partenaire d'origine éthiopienne ou les deux, de vérifier sa judaïté, entre guillemets. Et donc il y a un rabbin de la communauté juive éthiopienne qui peut donner son accord en disant qu'il connaît la famille et qui valide bien que une autorité la personne est juive. Et ouais. du coup, ils ressentent ça comme une discrimination très profonde jusqu'à maintenant. Et l'autre humiliation, c'est que leurs rabbins traditionnels, qu'on appelle les Kesoch, n'ont pas été reconnus par le rabbinat, encore une fois pour ces questions d'ignorance de la loi rabbinique post-biblique. Et donc, leurs rabbins ne peuvent pas célébrer de mariage ou de divorce ou d'enterrement. Et pour eux, c'est quelque chose de vraiment très, très difficile à accepter. Et c'est vraiment
l'honneur de leur chef spirituel qui est atteinte. Mais par contre, aujourd'hui, il y a quand même plus d'une vingtaine de rabbins d'origine éthiopienne qui sont ordonnés par le rabbinat, donc qui vont dans des écoles religieuses rabbiniques israéliennes, donc qui sont des rabbins d'origine éthiopienne mais habillés en noir, comme on voit les ultra-orthodoxes aujourd'hui par exemple. Donc eux peuvent évidemment célébrer des mariages, etc. Ils sont ordonnés comme n'importe quel rabbin en Israël, par le rabbinat d'Israël. Et par contre, il y a aussi une association de jeunes Esoch, donc des jeunes rabbins traditionnels Beta Israël, qui ont été intronisés et qui apprennent donc la liturgie en guèze, cette langue dont je vous ai parlé, qui connaissent donc les pratiques traditionnelles et donc qui officient dans des synagogues Beta Israël, pas reconnues par le rabbinat évidemment, mais donc les gens font appel à eux pour toutes sortes de pratiques traditionnelles. Il y a plusieurs aspects en fait, c'est que cette communauté est religieuse, voire très religieuse, et quand elle arrive en Israël, il y a un choc des cultures qui est immense. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que je dirais structurelles liées à la langue, liées aux pratiques alimentaires, liées aussi au rite de pureté? Je pense que ça peut être bien d'expliquer à quel point ça a été aussi difficile d'intégrer une population qui était aussi éloignée du mode de vie israélien des années 80-90. Oui, alors tout d'abord, c'est des personnes qui viennent des hauts plateaux éthiopiens. Donc c'était tous des agriculteurs ou des artisans qui vivaient dans des petits villages. Il y avait très très peu de personnes qui vivaient dans les grandes villes comme Gondar ou Addis Abeba. 90% des adultes étaient illettrés. Et donc d'arriver d'abord dans une société industrialisée, urbanisée et occidentalisée comme Israël, c'était effectivement un très très grand choc. Beaucoup de personnes m'ont dit, ils pensaient que tout le monde allait être noir en Israël. Donc pour eux, même de faire la rencontre avec des Blancs, ça a été aussi un choc. Certains pensaient que le temple de Jérusalem existait toujours. Donc là aussi, grande déception. On a parlé un peu de ce choc avec la religion orthodoxe juive israélienne. Donc là aussi, beaucoup de déception, d'humiliation, etc. Une alimentation effectivement tout à fait différente. Une langue hébraïque dont ils connaissaient très peu. À la fois donc une langue liturgique qu'ils ne pratiquaient pratiquement pas, et puis une langue parlée qu'ils ne connaissaient pas non plus. Donc on a dû alphabétiser en hébreu les adultes. Ça marchait moyennement. Et puis le racisme aussi qu'ils ont rencontré en Israël. Et effectivement, par exemple, des pratiques religieuses qui pour eux étaient absolument incompréhensibles ici. Alors, je donne effectivement un exemple sur la pureté. En Éthiopie, les hommes devaient s'isoler dans une hutte à l'extérieur du village s'ils touchaient un cadavre ou s'ils transportaient un mort vers le cimetière. Bon, c'est ce qu'il y a écrit dans le Lévitique. Et les femmes, au moment de leurs règles ou après un accouchement, étaient aussi isolées dans une autre hutte à l'extérieur du village et pouvaient regagner le village après tout un processus de purification dans une rivière, parce qu'ils n'avaient pas de mikvé, le bain rituel juif. Ils devaient laver leurs vêtements, se couper les ongles, etc. etc. Donc, et les femmes et les hommes. Et donc en arrivant ici, pour eux, ça a été absolument le choc de voir que ces pratiques n'étaient plus pratiquées en Israël de cette manière. Et vraiment, ils ont été très, très déçus. Certains parlent de l'Israël comme une terre devenue impure, oui, parce que ces rites n'étaient plus pratiqués. Un effondrement des croyances aussi, après un parcours aussi difficile, comme vous l'expliquez, pour venir en Israël. Et où sont-ils logés quand ils arrivent en Israël? Comment ça se passe au niveau de leur dispersion spatiale? En 1984-85, ils étaient logés dans des centres d'intégration. Et puis, peu à peu, ils ont déménagé dans des appartements, parfois des logements sociaux. Et en 1991, avec cette énorme migration en quelques heures, on les a d'abord logés dans des hôtels et des centres de vacances, etc., en urgence. Et en 1991-92, le gouvernement a décidé de leur donner des subsides très très important pour acheter des appartements, donc en finançant
pratiquement à 90% l'achat d'un appartement, et en les dispersant spatialement dans à peu près 62 communes dans tout le pays, dans tout Israël. Par contre, les familles que je connaissais, qui ont commencé à chercher des logements, voulaient tous habiter dans le même immeuble, dans la même rue. Parce qu'il y a des formes d'entraide collective. Ils achètent par exemple de la viande ensemble. Il y a des conseils d'anciens pour le quartier. Il y a des associations de crédit rotatives, des tontines. Et donc, malgré eux, cela a créé des enclaves ethniques ou même ce qu'on appelle aujourd'hui des ghettos éthiopiens. Et donc là, c'est vraiment un résultat inattendu, en fait, de cette politique de dispersion spatiale du gouvernement. Et quelle est la situation socio-économique actuelle des Juifs éthiopiens en Israël ? Ils sont toujours le groupe juif le plus défavorisé socio-économiquement en Israël, donc en bas de l'échelle économique, surtout parce que la génération des adultes n'a pas pu toujours intégrer de postes qualifiés, donc ils restent souvent dans des postes assez disqualifiés. Il y a aussi toutes sortes de problèmes dans l'éducation parce que les écoles sont souvent surreprésentées avec des élèves éthiopiens dans ces quartiers-là. Il y a aussi donc des problèmes de délinquance, souvent chez des jeunes qui sont en échec scolaire. Il y a aussi toute une jeune génération qui est en train d'émerger et vraiment de devenir une classe moyenne, donc avec des jeunes professionnels dans les domaines de la politique, des arts surtout, et qui font parfois même aussi carrière dans l'armée. Ils commencent aussi de plus en plus à étudier dans les établissements universitaires. Il y a une discrimination positive pour les étudiants d'origine éthiopienne. Et juste pour citer peut-être un des exemples les plus spectaculaires, la ministre de l'Intégration et de l'Aliyah, qui a été nommée en 2020, qui n'est plus à son poste aujourd'hui, Pnina Tamana Chatou, qui est donc une femme d'origine éthiopienne qui est venue à pied par le Soudan à 4 ans en Israël et qui donc, je pense, représente un des exemples les plus parlants de cette nouvelle classe moyenne. Mais il y a aussi beaucoup de protestations sociales parmi les jeunes. Par exemple, ils militent, comme je l'ai dit, contre le racisme qu'ils ressentent toujours, la discrimination à l'embauche, des expressions racistes parfois à l'armée ou dans les écoles. Et puis surtout une demande de reconnaissance à la fois israélienne et éthiopienne, des demandes de justice sociale. Et beaucoup disent qu'ils veulent vraiment être traités comme des citoyens israéliens à part entière, des citoyens égaux, et qu'ils se sentent souvent des citoyens de classe de seconde zone. Et d'ailleurs, ils souhaitent être appelés Israéliens et ne plus forcément être renvoyés à leurs origines éthiopiennes. Pour conclure, quelle est leur manière de percevoir leur pays d'origine ? Il y a quand même aussi une volonté de conserver un lien avec l'Éthiopie ? Alors tout à fait. Moi, je considère qu'ils sont devenus une nouvelle diaspora éthiopienne en Israël, en fait, parce qu'ils développent de plus en plus de pratiques transnationales entre l'Éthiopie et Israël. Alors d'abord, la génération des parents qui gardent donc la langue. La langue parlée, c'est l'amharique, et parfois le tigrinien pour ceux qui venaient de régions à côté du Tigré. Il y a aussi un tourisme de racines, donc avec beaucoup de personnes qui font des voyages en Éthiopie, alors soit pour aller voir leur village natal, soit pour conserver aussi les cimetières ou les synagogues dans ces villages éthiopiens des hauts plateaux. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui font du business ethnique, donc de l'import-export avec l'Éthiopie, et qui vendent donc des produits éthiopiens en Israël. Une circulation d'artistes aussi. Il y a beaucoup de chanteurs, alors à la fois chrétiens éthiopiens qui viennent donner des concerts en Israël, parce qu'il y a tout un public pour eux, et puis des artistes israéliens d'origine éthiopienne qui vont s'inspirer en Éthiopie pour leurs chansons, leurs peintures par exemple, ou d'autres productions artistiques. Et donc on peut vraiment parler de citoyens transnationaux aujourd'hui d'origine donc juive éthiopienne. يوين هارجتو نايلي بمهودة يوين هارجتو نايلي بموتة دمي جرس كودي عالكي سكانجتي يوين هارجتو نايلي بمهودة يوين هارجتو نايلي بموتة دمي جرس كودي عالكي سكانجتي Hamish, Refusnik, Laalot, Hops,
Utopia, Kibbutz, Café, Gaïn.